Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour animer ce panel qui va traiter d'un sujet qui, à mon sens, est stratégique aujourd'hui pour l'évolution du monde du sport, notamment en Afrique, et qui est la montée en puissance du management et de la formation dans le monde sportif. Alors c'est vrai, on parle très souvent des champions sur le terrain, mais ceux qui les accompagnent, ceux qui les encadrent, ceux qui créent les structures adéquates, les académies, les clubs, les fédérations, il faudrait aussi qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est tout le sujet de notre panel aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut créer ces champions hors du terrain, ces personnes qui dirigent, décident, innovent dans les coulisses. Et ça devient un sujet de plus en plus important. Surtout dans le contexte actuel où le sport africain prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, la nécessité aujourd'hui d'avoir une formation, une offre de formation adaptée, ambitieuse et durable devient une réelle nécessité. Alors, pour ce faire, on va traiter de ces sujets avec trois intervenants au parcours aussi riche que complémentaire. Donc je vais commencer par Madame Lise Cosimi-Bréant, directrice exécutive de la chaire sport à l'ESSEC Business School, une école que je connais très bien, vu que j'y ai fait mes études. Lise a un parcours impressionnant. Vous avez été directrice générale du Comité national olympique et sportif français. Vous avez œuvré autour des Jeux olympiques de Paris 2024. Félicitations. Vous avez aussi vous avez organisé des méga événements, enfin une dizaine de méga événements, ce que vous me disiez tout à l'heure, à travers le monde. Et aujourd'hui, vous formez les futurs décideurs du sport avec une vraie vision humaniste, internationale et engagée. Et juste, j'aimerais attirer votre attention, et on ne le dit pas assez. Très peu de femmes ont dirigé des méga événements comme dans des événements sportifs comme Lise. Lise est l'une d'elles qui a pu organiser et gérer ce type de méga événement à l'échelle internationale. Donc votre présence aujourd'hui est très précieuse et je vous en remercie, non seulement par rapport à votre expertise, mais aussi par rapport à votre trajectoire inspirante pour les générations futures. Merci Lise d'avoir accepté cette invitation. Le deuxième invité, qui est un ami, n'est-ce pas, Tawfeq Samsam, la cheville ouvrière derrière la réussite de cet événement aujourd'hui. Je t'en félicite, Tawfeq. Donc c'est un plaisir de te retrouver ici. Tu diriges aujourd'hui une entité au sein de EvoSport, qui est EvoSport Institute. EvoSport aujourd'hui, je te laisserai la présenter, mais se consacre à la formation des professionnels du sport, des dirigeants de clubs, cadres d'institutions et techniciens. Et avec ton expérience dans des groupes comme Zurich et OCP, tu apportes une vraie expertise en développement humain et en stratégie des organisations. Merci Tawfeq pour l'invitation. Et enfin, Monsieur Rally Amrani, qui est arrivé, on va le dire, ce matin même. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Ça dénote de votre engagement, en tout cas vis-à-vis de votre pays et du développement du sport au Maroc. Donc, vous êtes expert en stratégie et en analyse sportive. Vous avez occupé le poste de directeur de la stratégie et de l'analyse au sein du Comité suprême pour la livraison et l'héritage de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. On va beaucoup en parler. Vous avez été au cœur des réflexions liées à la gouvernance, à la planification stratégique, à la formation des cadres, notre sujet d'aujourd'hui, dans le cadre aussi de méga événements mondiaux. Et vous avez également contribué à la mise en œuvre de programmes éducatifs dans le sport. Aujourd'hui, vous allez nous apporter une vision systémique sur l'héritage, le transfert de compétences et le rôle structurant des événements sportifs internationaux dans la professionnalisation du secteur en Afrique. Merci Rally et merci encore pour le déplacement. Merci à vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par une première question que je vais te poser, Tawfeq, sur pourquoi, je pense que c'est une question que l'audience doit se poser, pourquoi l'UM6P a lancé EvoSport ? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le marché
qui a motivé le lancement de cette structure au sein de l'UM6P? Ah, ça marche. Bonjour à tous, merci Baïa et merci à Rally et à Alice d'être présents aujourd'hui parmi nous dans ce panel. Effectivement, EvoSport, aujourd'hui, c'est une réponse de UM6P qui est fidèle un peu à son accompagnement et son support au Royaume dans l'accompagnement d'un certain nombre de stratégies, je dirais, de secteurs stratégiques importants. Et aujourd'hui, le sport en est un. C'est pas parce que le sport, il vibre, mais aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur de croissance, c'est une industrie, il génère des revenus, il crée des ressources, il crée des emplois, il structure les territoires, il mobilise les foules, il influence. Et aujourd'hui, on peut dire parfaitement que le sport est une véritable industrie. Et comme toute industrie, une industrie doit se traiter d'une manière la plus professionnelle, la plus réfléchie. Quand on parle d'une industrie, on parle de managers, de décideurs, de stratèges. On parle d'un écosystème de compétences et c'est exactement ce que EvoSport aujourd'hui cherche à ramener sur le secteur sportif national, et pourquoi pas régional, dans un autre temps. Et donc du coup, c'est un peu ça la réponse de UM6P, d'accompagner la dynamique sportive nationale et se positionner en tant que partenaire académique et scientifique de ce mouvement par le biais du savoir, de la recherche, de l'innovation, des compétences et talents. Tout à l'heure, M. Khadija, il a parlé du capital immatériel. Le Maroc, il est sur une belle dynamique sportive. On a les infrastructures, les compétitions, les réussites sportives et les exploits un peu lors des compétitions. Mais qu'en est-il des talents qui vont gérer tout cela et qui vont faire du sport aujourd'hui comme étant un secteur et un impact durable dans le temps? Et inutile de le rappeler, c'est que le Maroc, quand il lance une stratégie, clairement, il y a une politique derrière de préparation. Et aujourd'hui, EvoSport tient à professionnaliser et contribuer à professionnaliser le secteur sportif. Et EvoSport Institute particulièrement sur son volet académique, recherche, knowledge, et particulièrement en agissant sur les talents. C'est un peu ça la raison d'être de EvoSport et la création d'EvoSport. Justement, en parlant de professionnalisation des talents, je me retourne vers vous, Monsieur Amrani, et j'aimerais vraiment qu'on revienne un peu sur votre expérience dans la préparation de ce méga event de 2022, donc la Coupe du Monde au Qatar, qui nous offre une très belle perspective, une perspective précieuse. Finalement, quels enseignements tirez-vous sur l'importance du management hors du terrain, ce qu'on a appelé hors du terrain, dans la réussite d'un tel événement comme celui du Qatar 2022? Oui, effectivement, comme Toufer l'a mentionné, l'importance de l'éducation et de préparer les managers et de préparer le staff pour un tel événement est primordiale. L'une des raisons de notre succès au Qatar est le fait que la compétition a été octroyée en 2010, ce qui a donné au Qatar 12 ans pour se préparer. Immédiatement après 2010, l'une des premières étapes que l'on avait effectuées était la création d'un institut qui s'appelle Josor, Jesser en arabe, donc Bridge. Et de par cette institution, on a essayé de former les talents et aussi former les managers pour pouvoir devenir des leaders, pour pouvoir identifier les différents besoins au niveau de la compétition. Au niveau du Qatar, c'était un petit peu différent que pour 2030, dans le sens où c'est un petit pays en termes de taille. Les organisateurs précédents étaient le Brésil et la Russie, qui sont beaucoup plus grands. Donc c'était une sorte de Jeux olympiques. Pour la dernière fois, je pense, il y avait l'opportunité de pouvoir voir plus d'un match par jour sans avoir à se déplacer par avion. Donc il y avait pas mal de challenges qui ont été identifiés. Et sans hésitation, le développement de Josor et des managers hors terrain était primordial. Parce que, bien sûr, c'est un tournoi de foot, mais sans ces managers-là et sans ces positions-là, on n'aurait pas eu un tel succès retentissant. Je vais me permettre, Monsieur Amrani, juste de rebondir sur ce que vous venez de dire et donc sur votre expérience. En quoi finalement l'organisation du Mondial 2030 qu'on s'apprête, Inch'Allah, d'organiser avec l'Espagne et le Portugal pourrait représenter une opportunité concrète pour structurer durablement les compétences managériales locales? Écoutez, encore une fois, en prenant l'exemple du Qatar,
non seulement la création de l'Institut, mais le fait d'utiliser le mondial comme un catalyste, comme un accélérateur au développement socio-économique, qui inclut donc le développement des managers et des compétences, était l'un de nos piliers. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on tout de suite, on a commencé à penser à la legacy, à l'héritage comme point de mire, et aussi au développement des talents locaux. Et pour ce faire, on faisait aussi des systèmes de parrainage. Donc, par exemple, on prenait quelqu'un de très expérimenté en broadcasting, comme Lise, par exemple, et qui allait venir avec un Qatari et qui allait justement lui apprendre les différentes compétences et faire en sorte qu'il puisse être au niveau au moment du tournoi. Dans le cadre du Maroc, il y a une énorme opportunité parce que le Maroc est sur la scène africaine l'une des meilleures nations, même sur la scène mondiale. On a terminé 4e du dernier mondial. Donc il y a vraiment une superbe opportunité, encore une fois, comme vous le dites si bien, de développer ces talents hors terrain. Et le mondial n'est pas the end of the road, c'est pas la fin du chemin, au contraire. Une fin en soi. Voilà. C'est vraiment une fin en soi et juste une sorte de catapulte qui va permettre au Maroc de continuer à se développer et à fleurir au niveau régional et mondial. Merci, Monsieur Amrani. Je vais me retourner vers vous, Lise. Et justement, vous aussi, vous avez eu l'occasion, à travers vos différentes expériences antérieures, d'organiser de nombreux méga-events, que ce soit du football, du multisport comme les JO ou les Asian Games, sur tous les continents. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective internationale? Donc là, on a eu le Qatar, par exemple, donc l'organisation du Mondial 2022. Qu'est-ce que vous diriez de l'importance de la formation pour ce qu'on a appelé les talents hors terrain dans l'organisation de ces méga-events et quelles difficultés finalement vous avez rencontrées lors de vos expériences précédentes? Merci. Disons que à l'international, mais comme au national, l'importance, c'est d'avoir des gens parce qu'on a des stades, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a des stades, mais on a d'abord des gens. Et tout se passe avec les gens. Il faut que tout le monde soit prêt, il faut que tout le monde soit prêt à gagner. Hein, ça, c'est le but commun. Selon qu'on aille sur n'importe quel continent, hein, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, on a je dirais des régions un peu plus avancées par rapport à la formation des personnels. Et là, je parle principalement du sport. Tout le monde n'est pas une nation du sport hein, pour demain. L'important, effectivement, ce sont les gens. C'est d'abord de créer des générations qui vont porter le sport pour aujourd'hui, mais pour demain. Je suis moi-même un bébé de la Coupe du Monde 98. C'était ma toute première Coupe du Monde de football. Donc, vous voyez, ça date quand même. On avait déjà des gens, mais on a créé des générations avec les Coupes du Monde, avec les Coupes du Monde de rugby, avec les Jeux Olympiques maintenant. On a des nouvelles générations qui sont arrivées. Et l'important, comme vous le disiez, c'est effectivement l'humain, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Tout le monde n'étant pas au même niveau de préparation, dans le sens où il y a l'idée qu'on s'en fait et puis les opérations. Et là, les opérations, il faut être très prêt. On a très peu de temps pour livrer. Donc, il faut avoir, au-delà du vernis, de la géopolitique et de comprendre le concept, il faut savoir livrer demain matin en très peu de temps. C'est ça qui est le plus difficile, quel que soit le pays, quelle que soit, je dirais, la région du monde dans laquelle on se passe. Et surtout, mot-clé, le standard. Il faut que ce soit un standard international, parce que quand on livre un méga-event, on ne livre pas juste pour sa communauté, on livre pour le monde, parce qu'on accueille à la fois le monde et aussi on donne des images à la télévision. Voilà, donc il y a à la fois du technique, du marketing, du sponsoring. Bon, il y a différents métiers là-dedans et c'est très important de pouvoir avoir tout le monde au même niveau à un standard international. Justement, en parlant de standards, tout à l'heure, en préparation de ce panel, vous me parliez des standards de formation à l'ESSEC. Et donc, c'est la question que je m'apprête à vous poser avec votre casquette de directrice de la chaire sport à l'ESSEC Business School. Alors, du coup, comment l'ESSEC aujourd'hui adapte-t-elle ses programmes
de formation pour répondre aux enjeux spécifiques du sport et notamment aussi du sport dans le continent africain? Alors, déjà, je voudrais souligner quelque chose qui est important, c'est que les SEC, c'est pas inventé dans le sport hier matin. Les SEC, c'est du sport depuis plus de 20 ans, et la chaire sport, elle existe depuis plus de 20 ans, avec mon collègue Thierry Lardinois, qui est le directeur académique. Moi, je suis directrice exécutive. Il a lancé cette chaire, et on a créé déjà des générations entières de bébés et SEC. Voilà. Elle existait pendant que j'étais encore à l'école, donc je Voilà. vous confirme. Alors ça, c'est déjà important de le dire, parce que typiquement sur les Jeux Olympiques, on était plus de 70 personnes qui sortaient de l'ESSEC et qui étaient intégrées dans le comité d'organisation, moi à la direction générale du comité olympique. Donc voilà, c'est pas nouveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'ESSEC, c'est le sport et l'humanisme. Donc les hommes, et c'est notre discussion d'aujourd'hui, c'est essentiel. Troisièmement, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que l'ESSEC, aujourd'hui, elle parle sport, mais ce n'est pas du marketing. Aujourd'hui, dans les masters, dans l'école, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces études, il faut aussi valider du sport physique, pas juste l'apprendre. Donc, si on n'a pas ça, c'est une tête bien faite et un corps en pleine santé. Ça, c'était essentiel. Maintenant, quand on le fait, et vous me demandiez pour l'Afrique, effectivement, on a un campus, on a un campus ici à Rabat. L'ESSEC porte le sport de différentes façons, mais quand on travaille, et typiquement ici pour l'Afrique, on travaille en co-construction. On ne vient pas imposer des choses, on le fait ensemble, on le fait, on crée. Et pourquoi? Parce que le sport, ça reste universel, on vient livrer des standards d'excellence. Et c'est ça l'ESSEC, c'est l'excellence, mais on vient livrer des standards internationaux. Donc on n'adapte pas à un niveau qui correspond à un continent. Ici, l'Afrique, on va livrer des choses qui vont être adaptées à l'Afrique parce qu'on va les co-construire avec nos partenaires, mais surtout parce qu'on va livrer tous ensemble quelque chose d'international, à un standard international, avec un niveau d'excellence. Dernière chose qui est importante aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ESSEC a lancé depuis cette année un tout nouveau programme qui n'existait pas, en co-construction avec Sciences Politiques, avec Centrale Supélec, avec Sciences Po. Le programme qui permet aux athlètes, c'est-à-dire j'arrive à mon baccalauréat et je voudrais être un sportif de haut niveau, mais aujourd'hui il faut choisir, partout dans le monde quasiment, sauf aux États-Unis, je dois choisir entre le sport et les études. Eh bien, on a lancé ce programme, ça s'appelle EPTA, et ça permet de faire un bachelor en 3 à 6 ans avec du distanciel et du présentiel. Et ça permet à une nouvelle génération d'athlètes de ne pas choisir et d'avoir à la fois une tête bien faite et un corps en pleine forme. Merci. Merci à vous, Lise, et très contente de voir ces innovations pédagogiques à l'ESSEC. Je vais continuer, on va continuer sur l'offre académique. Et je m'adresse à toi, Tsofer. Et ma question est la suivante. Je sais que vous êtes en train de travailler sur un certain nombre de programmes au sein de EvoSport Institute. Et ma question est, comment équilibrez-vous la théorie et la pratique dans ces différents programmes? Et est-ce que vous avez aussi des partenariats avec des clubs, des fédérations pour ancrer l'apprentissage dans le réel? Merci Baya. En fait, au-delà de l'offre académique, enfin, la mission et l'étendue de EvoSport et EvoSport Institute particulièrement, c'est au-delà de développer ou d'offrir je dirais que des programmes académiques, mais l'idée c'est d'être un acteur de transformation en général. Et quand on parle de transformation, on parle de mindset, de prise de conscience, de mentalité, de mobilisation des gens. Et j'aimerais bien revenir à ce constat qui est aujourd'hui, le sport c'est une véritable industrie et qu'il ne peut pas être managé par la passion. Et tout à l'heure j'ai été ravi de voir les institutionnels quand ils parlent de cette prise de conscience qui est aujourd'hui partagée institutionnellement. Donc aujourd'hui il faut qu'elle soit partagée professionnellement, côté des ligues, côté des fédérations, côté de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sportif. Et à partir de ce moment-là, que tout le monde partage cette prise de conscience, que le talent hors terrain a besoin aujourd'hui d'être accompagné, d'être formé, je pense que les choses vont aller d'une manière très rapide. La réponse aujourd'hui à travers ce sommet, World Football Summit, c'est une réponse, c'est aussi une manière de EvoSport d'exprimer ce besoin de fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème sportif sur le besoin
de faire rayonner le Maroc, non seulement par l'infrastructure, par les événements, mais aussi par les conférences, par le savoir, d'être un thought leader aussi sur le continent, de dire qu'aujourd'hui, il y a manière de mobiliser les gens, mobiliser les talents, par le biais du savoir, de knowledge, en se confrontant à des experts, à des professionnels, à des spécialistes, etc. Et Evosport, dans son offre d'accompagnement, elle est totalement fidèle à la culture et à l'ADN du UM6P. C'est que tout d'abord, tout ce qu'on fait, c'est en approche participative. Tout à l'heure, Lise a parlé de la co-construction. Et c'est exactement notre principe directeur, c'est de co-construire les choses avec l'ensemble des parties prenantes. Evosport, ce n'est pas l'acteur qui viendra tout faire, mais c'est un acteur au service qui va faire les choses avec et au service des fédérations, au service des clubs, au service des ligues. Et rien ne le fera séparément et sans être à l'écoute des attentes de l'écosystème sportif national. Donc ça, c'est le premier principe directeur. Le deuxième, c'est de se faire entourer par les meilleurs, par les experts. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui sont parfaitement réussies, que ce soit le Qatar ou les JO, les 2 derniers méga-events qui nous font vibrer. Et actuellement, nous sommes en plein, contact et networking et rapprochement avec l'ensemble des parties prenantes qui ont réussi ces méga-events, de telle sorte à ce qu'on tire profit de tout ce qui a été fait et de voir comment on peut adapter le méga-event à la marocaine, à l'africaine. Il y a un troisième principe directeur, qui est aussi un des grands principes directeurs du UM6P, c'est le learning by doing. Il n'y a pas place à la théorie dans nos programmes, et tous nos programmes que nous sommes en train de construire, ils sont très orientés terrain, et ça parle de la pratique, ils sont drivés par des experts, par des spécialistes. Et c'est exactement ce qu'il fait de l'impact chez un apprenant, chez un nouvel acteur, je vais aussi parler d'une prise de conscience qui est aujourd'hui importante à soulever. C'est que le secteur sportif au Maroc, il a été tellement et longtemps géré par la passion qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, il n'est pas très attractif. Je vais peut-être parler RH et talent. C'est qu'aujourd'hui, l'attractivité du secteur sportif pour les talents dans le monde de management, je parle des managers, de l'encadrement, les professeurs, les chercheurs, c'est vraiment pas le premier secteur auquel cas un talent dans une business school ou une école d'ingénieur, il va automatiquement réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, les méga-events, l'industrie sportive a besoin du dirigeant, du stratège, du journaliste, du data scientist, du nutritionniste, des gens qui vont coder, des gens en e-sport, on en parle moins. Il y a un panel demain qui va attaquer parfaitement cette thématique. Et donc du coup, aujourd'hui, cette prise de conscience pour renforcer l'attractivité de ce secteur. Et learning by doing, c'est exactement ce que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est d'être confrontés à des experts, c'est d'apprendre sur des choses d'une manière très directe, profonde, et sans vouloir être technique, dans le jargon du développement des talents, on dit qu'il y a trois méthodes ou 3 moyens de développer un talent ou une compétence. Il y a l'éducation, c'est tout ce qui est dans les classrooms, etc. Donc le premier c'est 3E, 3E. Le deuxième, c'est l'expérience, c'est en expérimentant, c'est learning by doing, c'est le plus impactful comme canal de développement. Et le troisième, on en parle rarement, c'est exposure. Et cela veut dire, c'est d'être exposé à des spécialistes, à des experts, à des gens qui s'y connaissent. Et ce sommet, c'est typiquement la réponse à ce volet exposure. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'action, on souhaite que le maximum de contacts se crée entre les professionnels de l'écosystème sportif avec nos pairs régionaux. Et c'est de créer toute une dynamique et contribuer ensemble à la naissance de ce que j'appelle moi l'écosystème de savoir sportif qui nous manque aujourd'hui pour prétendre être aujourd'hui une nation sportive dans les prochaines années, Inch'Allah. Voilà. Alors, Théophile, si tu me permets, moi je vais rebondir rapidement sur c'était pas une question qui était prévue, hein, mais avant de passer le micro à M. Amrani, vous avez parlé des partenariats que vous êtes en train de mettre en place et vous avez parlé du World Football Summit. Alors ma question, très naïve, pourquoi le World Football Summit ? C'est exactement ce que je viens de citer, c'est que le World Football Summit aujourd'hui, c'est une marque internationale qui est assez réputée sur le niveau mondial. Et en participant à quelques éditions à Madrid, à Riyad, et on s'est dit, aujourd'hui, le Maroc, il est en train de briller par la compétition, par un certain nombre de choses, par les infrastructures, par les tournois internationaux. Et aujourd'hui, en tant qu'agent UM6P et agent Evosport Institute, on se dit qu'il est clairement important de commencer à rapatrier, je dirais, ce type d'événement au Maroc, histoire de non seulement se rayonner, mais également contribuer à la genèse d'une nouvelle génération
qui va être inspiré, j'espère, par ce type d'événement, par les professionnels qu'ils vont rencontrer, et de dire que le sport, c'est une industrie, le sport, on peut faire carrière, le sport, il peut être un métier au-delà d'une passion. Voilà. Merci Tawfik. Monsieur Amrani, j'aimerais revenir encore une fois sur vos expériences précédentes. Et donc, sur la base de ces expériences précédentes et actuelles d'ailleurs, quelles seraient vos recommandations, on va dire en termes d'innovation pédagogique ou technologique d'ailleurs, qui vous semblent particulièrement efficaces pour renforcer la formation de ces talents hors terrain sur le continent africain précisément? Merci. Écoutez, je pense que Tawfik et Elise ont répondu déjà à cette question, donc je vais toucher à quelques points qu'ils ont précisés. Le premier point très important que Tawfik a mentionné et qui est une réalité, c'est le fait que pendant des années, le secteur sportif était souvent dirigé par le facteur passion et que là, il y a un shift vers la professionnalisation. Et ça, c'est quelque chose aussi en tant que Marocain que je confirme à 10 000%, et aussi au Qatar. C'est-à-dire que le résultat sur le terrain a tout pris. Quand c'est un tournoi comme une Coupe du Monde, et comme Lise l'a si bien dit, ce n'est pas le même standard que notre Botola, par exemple. C'est un standard bien plus élevé. Donc souvent, il faut essayer de trouver un juste milieu entre ce qui est requis pour le tournoi, mais aussi le garder en tant que legacy plus tard. Et rien de mieux que justement entraîner les gens à trouver cette balance. Donc dans le cadre du Qatar, ce qu'on a fait, c'est que dès le début, même le nom de l'organisation, vous pouvez voir derrière moi, mentionne Supreme Committee for Delivery and Legacy. Donc c'était éviter les éléphants blancs, éviter les excès, bien sûr suivre le cahier des charges des différents tournois, mais aussi trouver une balance et trouver un moyen justement de pouvoir utiliser ces infrastructures et ces individus pour le futur du pays. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Un autre point que Lise a mentionné, c'est aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de programmes qui sont available pour les différents étudiants et les personnes qui veulent se spécialiser dans le sport, mais malheureusement, les États-Unis sont en avance de ce point de vue-là. Surtout dans le cadre de involve les athlètes précédents. Et ça, c'est quelque chose... Exactement. Les athlètes. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, la FIFA a compris il y a quelques années. Ils ont lancé justement leur Sports Management Program, où ils prennent des anciennes légendes, des joueurs de football, qui ont justement cette casquette d'athlète et qui comprennent ce que c'est que d'être sur le terrain, et qui maintenant apprennent ce que c'est d'être hors du terrain. Et ça, c'est extrêmement important également. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment leverage on. Et je pense qu'il est clé pour pouvoir mettre en place des programmes qui pourraient avoir beaucoup de succès. Dans mon cas personnellement aussi, si je parle de mon expérience personnelle, j'étais banquier à Montréal et j'ai décidé de faire le grand saut dans le monde du sport grâce au Master FIFA. Et le Master FIFA m'a vraiment ouvert la porte du monde du sport et m'a appris à avoir ce processus systématique en enlevant encore une fois la passion et de penser comment appliquer le business au monde du sport. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement clé pour le Maroc. Également, à partir de 2012, on a commencé à envoyer des collègues partout dans le monde pour observer et pour être intégré directement dans les différents comités d'organisation, to learn on the ground, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'apprendre sur le terrain. Parce qu'on peut lire dans les différents livres, mais une fois que, par exemple, il y a un problème de générateur électrique avec 40 000 personnes dans un stade, ça ne s'apprend pas de manière théorique. Il faut être sur le terrain, il faut voir comment ça se passe. Donc je pense que ça, c'est très important pour le Maroc. Et aussi le fait que le Maroc va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un tournoi important, mais ça aura un impact qui n'est pas aussi énorme que la Coupe du Monde. Donc ces test events sont clés pour continuer à améliorer justement les performances des personnes hors terrain.
Merci Monsieur Amrani. Moi, je veux continuer avec vous, Lise, justement sur les recommandations. Et une question un peu qui n'était pas préparée non plus, hein, du coup, qui en termes d'innovation justement pédagogique, comment vous voyez dans votre secteur, à savoir l'executive education dans le sport, dans le management du sport, l'implication, on va dire, croissante de ces nouvelles technologies, de l'IA. Quelle place ont ces innovations, on va dire, technologiques dans l'offre pédagogique que vous offrez à l'ESSEC aujourd'hui? Alors, je vais vous faire une double réponse. Je vais vous faire ma casquette ESSEC et ma casquette pas ESSEC, livraison des grands événements. Si je parle de la casquette ESSEC, on a au sein de l'ESSEC un Sport Hub. Dans ce Sport Hub, on incube des startups, on fait de la recherche, on fait de l'innovation. Donc ça, oui, il y a un travail en fait qui permet d'anticiper ce qui va arriver demain en ayant les bonnes réponses au moment où elles arrivent. Évidemment, comme toute technologie, et on parle d'IA, ça va très très vite. Donc il faut rester toujours à la page, j'ai envie de vous dire, et toujours être là pour faire en sorte que nos étudiants, qui eux sont une génération digitale, hein, et qui vivent avec ça, et qui vont travailler avec l'IA, alors que nous on est en apprentissage, alors qu'eux ça va être de la même façon que ma fille a commencé, pour elle son smartphone il était greffé à son, elle a toujours pensé que moi j'avais un smartphone depuis que j'étais née, vous voyez, bon bah là c'est la même chose, eux ils vont travailler avec l'IA, ils utilisent déjà plus Google, hein, faut quand même dire la vérité, ils utilisent ChatGPT entre autres pour poser leurs propres questions, parce que pour différentes raisons, bah là donc on est sur ces recherches là. Sur le reste, et pour vous répondre sur les livraisons des grands événements, évidemment, c'est essentiel parce que le digital, principalement, la data, le digital, c'est essentiel aujourd'hui et c'est ce qui transcende, je dirais, c'est très tranché dans ce qu'on voit au quotidien. Ça a apporté beaucoup de choses d'aide, j'ai envie de dire, mais c'est aussi, il y a un côté outil. Donc ça, il y a un vrai apprentissage autour de ça, mais aussi parce que si on ne crée pas ce pont maintenant pour les prochaines générations, alors ils ne seront pas en capacité d'utiliser les outils nécessaires pour livrer demain. Quand je suis arrivée au comité olympique, on travaillait d'une manière un peu différente. On a été obligé de digitaliser et de faire en sorte qu'on avait des process. Et ça, les process et les outils, c'est essentiel. La data, tous ces outils qui sont essentiels pour travailler et livrer des opérations, puisque la planification, c'est numéro 1 dans l'organisation de tout ce qu'on se raconte. Tawfik, on connaît l'ADN, on va dire, de l'UM6P en termes de recherche et d'innovation. Du coup, là, on était en train de parler d'innovation pédagogique. Comment vous comptez l'appliquer au niveau de EVOS Institute? Alors, chez EVOSport Institute, il y a 3 grandes branches d'intervention qui sont le volet académique, la partie recherche fondamentale et appliquée et tout ce qui est entrepreneuriat et innovation. Et pour rebondir à ce que disait, que ce soit Lise ou Rally, l'importance du data digital font partie de cette prise de conscience, et particulièrement notre premier master qui va voir le jour dans quelques mois et qui est en cours de finalisation, il porte sur tout ce qui est technologie et performance sportive. C'est un master spécialisé en technologie et sports performance qui va avoir un bloc qui va attaquer tout ce qui est performance sportive, qui se relative à la performance corporelle, avec INSEP Paris, et un deuxième bloc qu'on est en train de finaliser, c'est tout ce qui est innovation dans le sport, data science, data appliquée, rôle d'intelligence artificielle, wearables, biomécanique, etc. Et donc du coup, ça va être notre première sortie académique et vous êtes invités, à ceux qui sont intéressés, de relayer l'information, et ça sera notre premier master qu'on va sortir sur le marché. Pareil, lors de cet événement, on a préparé 4 masterclass en side event. On a fait un premier avec Mega Events qui va être animé par Madame Lise, un deuxième sur la diplomatie et la géopolitique sportive, et 2 masterclass dédiés. Le premier sur l'intelligence artificielle dans le football, et le 4e, aussi techno, c'est les dernières tendances technologiques
et innovation dans le sport en général, notamment AI, etc. Donc du coup, c'est juste pour dire que cette prise de conscience digitale et techno chez EvoSport qui est tellement présente. Deuxième bloc, quand tu dis, ben, il y a, enfin, d'une manière pragmatique, ben, toute notre formation va être accompagnée par ce qu'on appelle des immersive tours ou des learning expeditions, c'est-à-dire chaque master, chaque programme, il sera accompagné par des visites au Maroc et à l'international chez des gens qui ont, par exemple, pour le master infrastructure, on est en train de préparer des visites dans des stades, des smart stadiums en Europe pour voir jusqu'à quelle mesure ces gens-là ont préparé et comment ils le font, etc. Pareil pour la partie performance, c'est avec INSEP Paris qui sont connus par leur performance sportive et aussi dans un grand champion parisien avec qui on est en train de négocier, de voir un peu comment concrètement ils ramènent les athlètes vers cette performance sportive. Donc du coup, ce volet digital, ce volet pragmatique et pratique, il est tellement présent dans notre offre et encore une fois, c'est fidèle un peu à l'ADN du UM6P en général dans son offre académique, recherche ou innovation. Merci beaucoup, Tawfeq. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Et avant de se quitter, je vais demander aux 3 intervenants un petit exercice. Donc, déjà, je n'ai pas fait l'exercice du début, hein, si vous vous rappelez. Donc là, je vais me rattraper pour l'exercice de la fin, n'est-ce pas? Un petit exercice. Alors, un mot, une idée ou un engagement fort pour construire les champions hors terrain de demain. Ceux qu'on ne voit pas sur les terrains, justement, mais qui sont tout aussi essentiels. Je vais commencer par vous, Lise. Alors, un seul, ça sera complexe, mais je vais prendre, je pense, l'essentiel. Le mot, c'est planification. Il faut être organisé. On travaille en mode projet, en mode rétro-planning. On ne laisse pas la place à des éventualités. Et là, je parle surtout des finances, entre autres, hein, mais c'est savoir où est-ce qu'on va, avec qui on y va, c'est quoi le but. On remonte et on s'organise. On a des gens compétents, on a peu de temps, on est bon, on livre. Et après, on peut se remercier entre nous pour se dire qu'on a réussi, mais pas avant. Excusez-moi, du coup, là, ça me titille un peu, mais est-ce que vous avez une anecdote à partager sur ce manque de planification pour un méga-event que vous avez organisé? Oui, mais je ne vais pas le dire ici. Non, je ne sais pas si dans les personnes qui sont là, peut-être ces personnes représentaient cet événement, donc vous m'excuserez, j'éviterai l'ultra confidentiel. Voilà. Oui, ça existe. Oui, ça existe. C'est pas forcément volontaire, mais le manque de planification, c'est criant dans de nombreux événements, même au plus haut niveau, et c'est essentiel. C'est vraiment le seul mot que moi je retiendrai des dizaines et des dizaines de méga-events que j'ai fait autour du monde, c'est organisation. Donc, organisation et planification. De votre côté, Lise, Monsieur Amrani? Moi, je dirais, pour changer, bien sûr, ce que Lise a mentionné est extrêmement important, mais moi, je dirais connaissance et plan B. Connaissance dans le sens où il faut vraiment un alignement entre les différentes entités. Et j'espère que, comme au Qatar, au Maroc, quand l'événement se rapprochera de plus en plus, tous les agendas deviendront communs et le bien du pays deviendra numéro 1. Une fois que ça arrive, je pense qu'on sera déjà très très bien lancé. Plan B dans le sens où vous pouvez être préparé au mieux que vous pouvez. Il y aura toujours des scénarios qui vont sortir de nulle part. Je peux parler d'un des scénarios au Qatar. On a eu un énorme problème au niveau du système de ticketing pour les 2 premiers jours du tournoi. Je ne pense pas que quelqu'un ici dans la salle était au courant, mais on n'a pas dormi pendant 48 heures pour essayer de le fixer. On a revert un visual check. Donc ça, c'est le type de choses où il faut toujours être prêt, toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D, parce que ça n'ira jamais tel que prévu. Donc, organisation, planification, plan B, connaissance globale, on va dire, des différents partenaires, des différentes structures impliquées. Tawfeq, pour finir? Moi, pour ma part, je dirais inspirer et donner du sens. Je pense que le Maroc, il regorge de talents, de jeunes, dynamiques, motivés, engagés, qui aiment ce pays
Et il est temps qu'ils rejoignent cette industrie sportive et qu'on construise ensemble, chacun de son côté. Comme disait tout à l'heure Lise, oui, les infrastructures, c'est important. Moi, je dis les infrastructures, sont l'arène. La data, la technologie va renforcer la performance. Mais finalement, ce sont les talents qui mènent le jeu et qui mènent la danse. Voilà. Merci Tawfeq. Merci à mes 3 intervenants aujourd'hui. Merci pour vos échanges riches et enrichissants et votre engagement, vos visions complémentaires. Merci à l'audience pour votre attention et je vous souhaite une très bonne suite du World Football Summit.